Catherine Pays-Lénic, bonjour. Bonjour. Première question, quel rôle ont pu jouer et jouent encore les acteurs économiques tels que Epsens pour accompagner les entreprises et leurs salariés au travers les crises qui se sont succédées ces dernières années? Je pense particulièrement évidemment à la crise sanitaire Covid-19, mais aussi plus récemment à la crise russo-ukrainienne. Donc Epsens, comme vous le savez, c'est un acteur de l'épargne salariale et comme tous les acteurs de l'économie, comme vous le dites très bien, on a été touché évidemment par la crise sanitaire. On a fait face côté épargnant à, j'allais dire, des moments un peu de panique entre guillemets au moment justement de la crise sanitaire qui a entraîné une chute très importante, même si elle n'a pas été durable, des bourses. Et donc par rapport au placement d'épargne salariale qu'avaient ces salariés, eh bien on a eu effectivement un grand nombre d'appels téléphoniques, de demandes d'explications, d'interrogations. Nous ne sommes pas conseil financier, donc nous n'avons pas vocation à donner des conseils. On a tout fait en revanche pour endiguer, j'allais dire, la panique et privilégier toutes les positions, j'allais dire, d'attentisme. Il est urgent de ne pas se précipiter, attendons de voir comment les choses se passent, et globalement les choses se sont vraiment bien passées, à tel point que avec ce qui se passe en ce moment et les problèmes géopolitiques liés à la guerre en Ukraine, eh bien nous ressentons beaucoup moins ce type de préoccupations. Elles existent vraisemblablement, mais en tout état de cause, visiblement les gens semblent décidés à être prudents, à attendre un peu de voir comment les choses évoluent. Et côté entreprise, on a tout fait pour accompagner le mieux possible nos clients entreprises, puisqu'on est avant tout dans le B2B, pour réaliser leur campagne tant d'intéressement que de participation dans les meilleures conditions, avec la possibilité que donnaient les pouvoirs publics d'aller jusque à la fin de l'année 2020 pour réaliser ces campagnes, puisque le deuxième trimestre avait été totalement neutralisé. Donc elles ont eu plus de temps pour préparer leur campagne, pour éventuellement se dire qu'elles pouvaient verser à leurs salariés des fonds leur permettant d'épargner, quand bien même elles ne dégageaient plus de bénéfices à cause de la crise, mais qu'elles pouvaient néanmoins verser un supplément d'intéressement si elles avaient déjà de l'intéressement, ou mettre en place un accord d'intéressement. Donc je pense que cet accompagnement a été ressenti comme très positif. Il était de toute façon très nécessaire. Alors, télétravail, chômage total ou partiel, exode urbain avec au bout du chemin souvent un changement de vie. Les crises successives récentes ont profondément marqué la vision que les citoyens ont de leur vie professionnelle et surtout de la relation entre vie privée et vie professionnelle et de cet équilibre entre ces deux mondes. Comment avez-vous ressenti ce phénomène dans votre domaine d'activité et plus précisément chez Epsens ? Alors, tout d'abord, on a ressenti une grande adaptabilité de tout le monde. Nous travaillons par exemple avec une plateforme téléphonique qui reçoit les appels des épargnants, où le télétravail n'était pas du tout mis en place et n'avait jamais été, même à titre expérimental, utilisé. Du jour au lendemain, quasiment, tout le monde a été mis en télétravail pour cause de confinement, et la plateforme téléphonique n'a pas vu ses services interrompus, ce qui a été très apprécié de la part des épargnants. Sur l'équilibre travail-vie privée, on a eu un peu tous les cas de figure, des personnes qui ont mal vécu le confinement parce que pas forcément très bien logées, avec des enfants en bas âge, notamment pour les femmes, j'en fais partie, donc je sais qu'est-ce que ça peut être que de devoir s'occuper des devoirs tout en travaillant. C'est pas chose aisée. Ça a amené en tout état de cause le télétravail à se développer chez Epsens et plus globalement chez Malakoff Humanis, qui est notre groupe actionnaire. Et aujourd'hui, on a des avenants de télétravail qui sont signés pour 2 jours par beaucoup de collaborateurs. Cet équilibre, on le retrouve aussi dans l'aménagement des espaces de travail avec des espaces de convivialité, comme j'ai vu chez vous, des espaces ouverts, des espaces de réunion, moins de bureaux, beaucoup moins de bureaux individuels. Et finalement, tout ça, c'est, je trouve,
remarquablement orchestré. Donc, on est en train, là, je pense, de peaufiner un peu les détails qui restaient à améliorer, mais je crois que globalement, tout le monde s'est très bien adapté et que finalement, en quelques mois, on a franchi ce qu'on n'aurait peut-être pas fait en plusieurs années d'une vie normale dans cet équilibre vie professionnelle, vie privée. Alors, tout autre sujet, de nombreuses réglementations en matière de RSE touchent les très grandes entreprises depuis plusieurs années. Mais comment concrètement cette réglementation, ces contraintes ou ces opportunités en matière de RSE, comment vous les vivez dans le développement des relations d'affaires sur votre marché ? Alors, on les vit de façon extrêmement prégnante. Il n'y a qu'à voir les appels d'offres. Vous parlez des grandes entreprises. Aujourd'hui, quasiment tous les appels d'offres que font les grandes entreprises sur l'épargne salariale sollicitent des fonds communs de placement entreprise, donc les supports dans lesquels investissent les salariés de l'entreprise, dans des fonds qui sont ISR, donc investissement socialement responsable. Je précise les initiales parce que si les encours ont beaucoup progressé, puisqu'aujourd'hui vous avez sur les encours diversifiés de l'épargne salariale, vous avez à peu près la moitié qui sont investissements socialement responsables, donc qui respectent ces critères dits ESG, environnement, sociétale, gouvernance, donc ça veut dire aussi bien la transition climatique, les économies d'énergie, que le respect des principes de gouvernance, l'égalité homme-femme, que tout ce qui est social, sociétal, donc tous ces principes-là, donc effectivement qu'adoptent les grandes entreprises, ils sont repris dans les fonds communs de placement entreprise dits ISR, qui investissent donc dans des sociétés qui ont pu prouver, au travers de process qui sont maintenant extrêmement réglementés, qui sont labellisés même par un label gouvernemental, qu'elles respectent ces principes-là. Donc aujourd'hui, vous avez à peu près 50% des encours qui sont sur ces fonds ISR. Nous avons nous-mêmes une gamme cœur au travers de notre société de gestion d'actifs, Malakoff Humanis Gestion d'actifs, qui devient Siena Gestion d'actifs, qui est ISR, donc investissement socialement responsable. Les grandes entreprises y sont extrêmement attentives et même aujourd'hui, on s'aperçoit au travers d'enquêtes qu'on a faites auprès des salariés français qu'il y en a plus de la moitié qui sont très intéressés à investir dans des placements qui certes performent, mais qui en plus vont dans des sociétés qui sont, j'allais dire, éthiques de ce point de vue-là. Ça, donc c'est clairement important. Après, vous devez faire œuvre de pédagogie pour expliquer aux épargnants qu'est-ce que c'est qu'un investissement socialement responsable, qu'est-ce que c'est que la RSE, parce que dans les PME, c'est pas quelque chose qui est fréquemment encore utilisé, mais à partir du moment où les gens sont sensibilisés à cela, forcément ils adhèrent. Et dernière question, comment voyez-vous l'évolution de l'épargne salariale et particulièrement avec le contexte géopolitique assez menaçant et ses conséquences économiques déjà difficiles et palpables que l'on peut constater? Alors, il y a plein de pistes que vous me donnez pour répondre à votre question. En fait, l'épargne globalement des Français, qui était à peu près à 14% en moyenne de leur salaire, est plutôt passé à 19% aujourd'hui. On voit bien que les comptes courants bancaires, les livrets A sont pleins à ras-bord, mais aussi l'épargne salariale. C'est-à-dire que même avec des campagnes d'intéressement, de participation qui ont subi quand même la crise liée au confinement, l'épargne salariale a fait l'objet de peu de rachats par les salariés, c'est-à-dire que quand ils ont repris des habitudes de consommation, ils ont plutôt tapé, si je puis m'exprimer ainsi, dans leur compte courant bancaire, dans leur livret A. Ils n'ont pas touché, très peu, à leur épargne salariale. Pourquoi ? Parce que cette épargne salariale, elle a quand même plusieurs avantages. Des fois, elle est abondée par l'employeur, ce qui est quelque part un don. Elle est défiscalisée à partir du moment où elle est bloquée pendant un certain nombre d'années, sauf à pouvoir la débloquer de façon défiscalisée pour des motifs légaux. Vous achetez votre résidence principale, vous pouvez débloquer votre épargne et vous ne payez pas néanmoins d'impôts dessus. Donc, il y a plein d'avantages à garder cette épargne salariale et à y toucher finalement un peu en dernier quand vous avez vraiment besoin d'y recourir. Vous avez la loi Pacte, qui est arrivée en octobre 2019, qui permet aujourd'hui, quand vous
vous avez un père collectif pour une entreprise, d'avoir la possibilité d'avoir une vision consolidée de votre épargne, y compris l'épargne individuelle, avec des outils qui s'appellent des agrégateurs, où vous pouvez voir l'épargne salariale que vous avez eue dans une entreprise où vous avez travaillé il y a 20 ans, et vous avez toujours votre épargne salariale là-bas. Vous avez votre épargne individuelle sur un PER 1. Vous pouvez voir tout cela au travers du PER collectif qu'a ouvert votre entreprise dans le cadre de la loi Pacte. Par ailleurs, vous avez la réforme des retraites qui n'est pour l'instant pas passée, mais qui a amené aujourd'hui la plupart des Français à bien se rendre compte que le taux de remplacement qu'ils auraient à la retraite ne serait pas de 70 ou de 80% de leur salaire aujourd'hui en activité. Il serait bien inférieur à cela, et on se rend bien compte que les pouvoirs publics, quels qu'ils soient et quels qu'ils seront dans l'avenir, ont vocation à plutôt, entre guillemets, faire des économies sur les retraites complémentaires et donner l'habitude aux Français de développer ce qu'on appelle la retraite supplémentaire, dont fait partie l'épargne salariale. Et on s'aperçoit qu'il y a maintenant un lien très fort entre épargne salariale et avec le PERCO, j'épargne aussi pour ma retraite. Donc plein de bonnes choses à venir pour l'épargne salariale. Je vois un grand développement des encours, et ça s'est encore traduit en 2021 avec une forte progression des encours d'épargne salariale. Merci Catherine Pays-Lénic pour cet échange. Je vous en prie.